Alors pour le grand entretien, nous retrouvons Alexandre Jardin qui s'installe à l'instant. Bonjour Alexandre Jardin, vous pouvez prendre place ici. Vous êtes écrivain, cinéaste, pamphlétaire français, mais récemment, si l'on vous connaît, c'est surtout parce que vous avez pris la tête, en tout cas vous êtes le porte-parole de ce mouvement des gueux, et on va en discuter dans un instant. Et puis nous retrouvons également Jean-Vincent Chantreau qui est avec nous à distance. Normalement, alors on espère qu'il va nous rejoindre. Il est responsable de la coordination des différents corps de métier pour la mobilisation du mouvement des gueux. Alexandre Jardin, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que demain commence ce grand mouvement de mobilisation des gueux. Est-ce que vous pourriez commencer par nous en parler et le présenter aux auditeurs ? Oui, c'est tout simple. C'est un mouvement apolitique qui est né d'une réaction de la société au mois de janvier, quand on s'est retrouvé devant la folie des ZFE qui viraient un tiers de la nation des grandes villes. On a tous été confrontés avec stupeur, moi le premier. Au début, j'ai eu du mal à croire que c'était vrai, qu'en France, on pouvait imaginer un système d'exclusion massif des Français qui ne pouvaient pas changer de voiture pour rentrer à l'intérieur des villes. Et ce mouvement est devenu extraordinairement populaire, a réussi à conquérir le cœur de 78% des Français, les derniers sondages. Et donc ce mouvement, vous imaginez bien que 78% des Français, ça transcende les couleurs politiques. Et on est convaincu qu'on peut faire bouger la société par des causes. Parce que les causes unissent au moment où les combats politiques, et c'est leur boulot, fragmentent la société inévitablement. Avec aucune couleur politique, vous n'obtenez 78%. Alors que sur des causes précises, on est capable, nous Français, de s'unir et de faire changer les lois, puisque ça a été voté à l'Assemblée nationale. On attend que le Sénat et l'Assemblée nationale tombent d'accord, mais il y a déjà eu une fantastique victoire, je dis bien collective, parce que ça n'a pas été fait par un tel ou un tel, ça a été fait quand il y a un vrai basculement de société, c'est que c'est collectif. Et puis on s'est engagé dans un deuxième combat, une deuxième cause, pour nous éviter à tous que notre facture d'électricité double. Il y a une loi qui s'appelle la PPE3. En général, quand on ne comprend pas, c'est qu'il y a un loup. Oui. Là, c'est vrai qu'Emmanuel Macron et tous ses ministres ont tendance à rendre flou tout ce qu'ils ne veulent pas. Alors, qu'on comprenne vraiment. Ouais, Or, PPE3, c'est quoi ? C'est la loi de programmation d'énergie pour les 10 prochaines années. Et là, elle provoque une explosion des énergies renouvelables dont nous n'avons pas besoin puisqu'on est déjà décarboné. Puisque notre énergie nucléaire et hydraulique et éolienne, parce que les Français ne savent pas, mais en puissance installée, on a l'équivalent, actuellement, de 40 centrales nucléaires. Donc on est déjà... Et c'est une des raisons pour lesquelles votre facture, à vous, a déjà doublé depuis 12 ans. Et si cette loi passe, si on ne l'arrête pas, on va se retrouver avec un doublement. Le gouvernement a essayé de passer en douce début août, de passer ce décret avant que le Parlement, à l'Assemblée nationale, tranche vraiment. Nous tous, et je dis bien nous tous, nous sommes parvenus à annuler la parution de ce décret au mois d'août. Et maintenant, on entre dans une mobilisation de l'ensemble de la société avec ce qu'on appelle, et Vincent Chantreau va en parler, le club des gueux. C'est quoi ? Ce sont des professions. Les agriculteurs de la coordination rurale, les pêcheurs, c'est pour ça que le secrétaire général de l'UFPA, Vincent Chantreau, va prendre la parole, les commerçants, les bouchers, les boulangers, c'est un nombre incroyable de professions qui sont conscientes que si ça double, c'est le pouvoir d'achat qui explose. Et si le pouvoir d'achat explose, c'est toute l'économie qui se vrille. Donc, on est capable, on a tous des revendications différentes, mais on est capable de s'unir entre mouvements français, de la société civile, pour construire une puissance de manière à éviter les conneries. Voilà. C'est ça, le Club des Gueux, et l'action démarre demain à Châlons en Champagne, où je serai à 10h. Samedi, je serai à Amiens, à l'usine Insectes,
demain, je serai à 10h sur le stand de la coordination rurale, où les autres mouvements viendront. En fait, dans le chaos politique qui s'installe en ce moment, on est en train de bâtir une force de stabilisation de la société entre citoyens, entre mouvements de la société civile. Macron avait fait un tour de passe-passe en 2017 en essayant de faire croire que la société civile arrivait au pouvoir avec lui. On sait très bien ce qui s'est passé. On est en train de la reconstituer comme une puissance. Elle s'affirme modestement, mais on monte. Et vous allez voir que dans le grand bordel politique qui démarre, il faudra que la France ait un endroit. Je dis ça parce que un endroit de stabilité et de dialogue et d'unité. On se souvient qu'au moment des Gilets jaunes, il n'y avait pas d'interlocuteur. Cette fois-ci, il y aura un centre, ça va s'appeler le Club des gueux. Voilà. Et évidemment, le mot gueux est à prendre avec ironie. C'est un hashtag qui est venu des réseaux, mais pas plus que quand les Français utilisent le mot enfoiré pour Coluche, ils imaginent que ce sont des enfoirés. Je veux dire, c'est évident. Donc ça rassemble toutes les professions qui se sentent méprisées, tous les mouvements associatifs qui se sentent méprisés, les élus locaux, beaucoup d'élus locaux. Et Vincent Chantreau va nous dire comment c'est en train, parce que c'est lui le coordonnateur au sein des gueux, qui rassemble. Donc, je suis extrêmement optimiste. Parce qu'on est un pays capable de faire de l'unité. On est une société qui est encore capable de se ressaisir au moment où le politique part à l'envers. Et tout à l'heure, je parlerai à la grande réunion du MEDEF à midi. Je vais leur parler sérieusement. Est-ce que la société bouge avec vous ou sans vous ? J'aimerais qu'ils fassent partie du mouvement parce que j'aimerais que la société responsable ne laisse pas le pays partir à l'envers dans la période de chaos qui s'ouvre. Alexandre Jardin, quand on parle de cette période de chaos, il y a bien évidemment cette crise politique qui se profile avec le vote de confiance auquel va se soumettre François Bayrou. Il y a aussi donc ce fameux 10 septembre qui fait déjà polémique dans la presse. Tout le monde s'attend à ce que ce soit une espèce d'émeute générale. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de cet appel du 10 septembre ? Comment est-ce que vous allez y réagir ? Ça n'a rien à voir avec le mouvement des gueux. Ça n'a rien à voir avec le club des gueux. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas mettre la France à l'arrêt, elle y est déjà. Il n'y a plus de décision économique, il n'y a plus de décision politique. Nous n'avons rien à voir, surtout avec un mouvement qui est politisé. Vous ne pouvez pas unir une nation avec des mouvements... Au fond, ce dont rêve Emmanuel Macron, c'est la récupération par l'extrême gauche du 10 septembre, parce que ça coupe tout, ça divise. Il a déjà réussi en quelque sorte. Oui. Pour l'instant, de ce qu'on voit le 10 septembre, voilà, donc Emmanuel Macron doit être extrêmement content que l'extrême gauche joue une partition qui ne servira à rien, sinon à faire de la récup politique. Bon, merde, c'est important, c'est la France. Est-ce qu'on en prend soin ou est-ce qu'on continue les petits jeux complètement stériles ? Donc, ce qu'on fait aujourd'hui... Alors, je vais vous dire aussi mon sentiment, parce qu'au départ, moi, je suis écrivain, metteur en scène. Je n'ai pas la mission d'aller stabiliser le pays. Donc, je tombe sur des gens qui sont à la tête je pense à la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch. C'est une femme d'exception. On a en ce moment, à la tête de certains grands mouvements français, des très grands leaders. Et ça tranche incroyablement avec la vie politique, où on voit bien qu'il y a une espèce de baisse de qualité. Là, tout à coup, vous tombez sur des leaders. À la tête des pêcheurs, vous allez entendre Vincent Chantreau, le secrétaire général, le président David Lequintrec. Ce sont des gens qui ont un sens incroyable de la nation. Et qui pensent très au-delà de leur crèmerie. Qui sont capables de combats... de combats civiques. Je suis incroyablement fier de ma société en ce moment. Je rencontre des gens humainement magnifiques, qui ne sont pas en train de faire de la retape pour leur crèmerie, qui s'unissent parce que si le prix de l'électricité double,
Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les gens qui nous écoutent, mais c'est une catastrophe pour les boulangers. Ils ont des fours électriques. La facture d'électricité pour un boulanger, c'est 8 à 12% de son chiffre d'affaires. Si ça double, il n'y a plus de boulanger. Alexandre Jardin, effectivement, on comprend l'idée de vouloir se séparer de ces guéguerres politiciennes, d'essayer de sortir de cette logique de crèmerie. Néanmoins, on a pas mal d'auditeurs en commentaire, donc en direct, qui expriment leur déception en disant « Très bien, mais Alexandre Jardin, dans un premier temps, vous avez été un soutien d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui, s'il y a aussi quelque chose d'assez transpartisan, c'est cette déception et cette colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dont plus personne ne veut. » Comment vous pourriez leur clarifier répondre ? Cette colère, je la comprends, puisque je la partage depuis le mois d'août 2016. C'est-à-dire 1 an avant son élection. À l'époque, j'ai fait partie des gens qui se sont fait berner et qui se sont demandé si c'était vrai, le discours sur la société civile. Et donc, j'ai fait partie des gens qui se sont posé des questions. Quand j'ai compris que c'était un pur technocrate qui voulait, au fond, filer le pouvoir au crâne d'œuf, quand j'ai compris ça au mois d'août 2016, j'ai claqué la porte et on ne s'est plus parlé depuis 9 ans. Donc oui, il y a eu des millions de Français qui se sont fait berner. Au tout début, moi, la chance que j'ai eue, c'est de le comprendre avant l'élection. Donc je n'ai jamais voté pour cet homme-là parce que j'étais lucide. Donc il faut arrêter c'est beaucoup plus simple de dire la vérité. On peut se tromper, on peut se faire berner. Par chance, moi, ma lucidité s'est réveillée assez tôt pour ne jamais faire partie de cette aventure. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 ans ou 10 ans. La question, c'est la facture d'électricité. Est-ce que le décret va passer là ? Et il est très important qu'on arrête de se faire des guéguerres. On doit être capable de refaire de l'unité en France. Sinon, on va cesser d'être une grande nation. Je pense que l'unité peut se construire sur des causes. Sur des causes et puis sur le ressentiment qui anime aujourd'hui plus de 80% des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais du coup, je pense que les auditeurs seront contents d'avoir eu votre réponse c'est plus simple là-dessus. De dire la vérité dans la vie, c'est beaucoup plus simple. Écoutez, on ne peut qu'encourager cela. Oui. Alexandre Jardin, sur cette mobilisation, quel est votre but concrètement? Comment ça va s'organiser? On espérait avoir Jean-Vincent Chantreau, mais a priori, il doit y avoir des soucis techniques parce que pour le moment, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc, on va vous poser la question à vous. Vous avez déjà organisé des mobilisations de plus ou moins d'ampleur. Ces derniers temps, elles étaient quand même relativement modestes. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que par rapport au 10 septembre, ça soit une goutte dans l'océan? Non. Parce que il va y avoir des mobilisations dans la rue, sur les parkings, avec les grands réseaux, avec la coordination rurale, avec les transporteurs routiers, avec beaucoup de monde. Mais c'est pas là que la bataille se joue. La vraie bataille, c'est est-ce que les grandes organisations professionnelles sont capables de s'unir. Donc c'est le club de gueux qui est très important. Est-ce qu'on est capable de constituer une force avec des très grands réseaux qui ont des ramifications et des implantations locales? Le véritable combat, c'est ça. Hein. Un combat qui vient du bas. Oui. Vous avez abandonné l'idée de changer les choses par la tête. Finalement, ce que vous voulez, c'est un Mais changement la démocratie, qui vient c'est ça. Hein. Ouais. La démocratie, c'est où ça part du ventre du pays, et ça a une réalité, ou c'est un phénomène médiatique. Oui, c'est un mot qu'on balance sur les plateaux. Oui. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'unissent, vraiment des gens qui discutent ensemble? Et le rêve, je dis pas le rêve parce que maintenant on commence à se constituer suffisamment puissamment, mais ce qu'on ne veut plus, c'est qu'en 2017, quelle que soit la personne qui sera élue, qu'on lui file un chèque en blanc pour 5 ans. C'est-à-dire que je ne veux pas que le soir de l'élection, le peuple soit viré. Ça veut dire quoi? Nos voisins, les Suisses, ils existent pendant les 5 ans. Ils ont un référendum d'initiative populaire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent passer outre les partis. Ils peuvent passer outre leur système médiatique. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont dans le ventre. Donc,
on va se battre, le mouvement des gueux, jusqu'à ce qu'on ait une nation reconnectée entre le bas et le haut. Et le grand outil de reconnexion populaire, c'est ce que les Gilets jaunes appelaient le RIC, c'est la possibilité pour le peuple de dire ce qu'il veut et de trancher. Voulez-vous, oui ou non, que le droit français soit supérieur au droit européen ? C'est à vous de dire. Voulez-vous, oui ou non, etc. etc. Et en ce moment, si les gens adhèrent sur le site lesgueux.fr, c'est avec cet objectif-là. On veut rendre le pouvoir aux gens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Français sont encore en état de vouloir de ce pouvoir, parce qu'on en entend aussi beaucoup qui sont extrêmement déçus par la politique de ces dernières années et qui ont fini par carrément s'en détourner et qui, pour rien au monde, à mon avis, n'auraient envie d'y remettre un pied, même sous cette forme effectivement assez alléchante d'initiative populaire et de rassemblement sur le terrain, comme vous le dites, la France, le ventre de la France. D'abord, c'est légitime qu'ils pensent ça. Parce que quand même, le référendum de 2005, nos élites se sont parfaitement assis dessus tranquillement. Donc s'il n'y avait pas ce genre de réaction, ce serait bizarre. Mais à un moment, la France est plus grande. On doit en prendre soin. C'est notre bien commun. Donc, est-ce qu'on baisse les bras ? Est-ce qu'on est capable encore de se réveiller ? Et le réveil des gueux, c'est ça. Hein. Ce sont des gens qui, à un moment, se disent « Merde, c'est notre bien commun ». Donc, est-ce qu'on est capable de le défendre avec un mode d'expression direct ? Parce que je ne suis pas certain que les Français soient hostiles à l'idée de se prononcer sur tous les grands sujets de manière directe. Est-ce qu'il y a une personne qui nous écoute qui veut remettre les clés à quelqu'un en 2027 et s'absenter pendant 5 ans. C'est dément. Quand on y réfléchit, c'est absolument dément. Il est normal qu'une nation démocratique ait des outils de démocratie. Voilà. En fait, on se bat pour quelque chose qui nous semble tout simplement normal. Dans une démocratie, notre vote, notre volonté ne doit pas être constamment confisquée par des intermédiaires. Et surtout, admettons que la démocratie représentative ait fonctionné, mais elle ne fonctionne pas. Ouais. Je veux dire, si ça fonctionnait magnifiquement, je serais tranquille en train de faire des films uniquement et des romans. Mais elle ne marche pas. On a 3400 milliards de dettes, on a un jeu des partis qui est mortifère, on a un système complètement déconnecté et une colère générale. Donc comment on s'en sort ? Ma conviction très profonde, c'est que c'est par des chemins référendaires. Mais les politiques, quand vous leur parlez de référendum, ils pensent toujours que c'est à eux de les définir. Moi, je veux qu'on redevienne un peuple capable d'exprimer... je suis très, très ému quand je vois les Suisses bouger comme des citoyens droits, qui ne se couchent pas. Qui expriment, qui disent ce qu'ils veulent et qui corrigent leurs conneries. Parce que notre système de démocratie représentative, il a un mal fou à corriger ces conneries. Lorsqu'on s'engouffre dans un truc, on en a un pour 40 ans. Je voudrais que... en fait, j'ai envie de vivre dans une France géniale. Et j'ai une profonde confiance dans l'intelligence des gens qui nous écoutent. Nous ne sommes pas des veaux. Sur ni des gueux. On l'a vu, par exemple, lors du mouvement des Gilets jaunes. Initialement, c'était donc une initiative populaire, très spontanée. On a ensuite quelques figures qui se sont démarquées, mais pas suffisamment, je pense, pour donner une suite à ce mouvement. Et puis ensuite, d'ailleurs, il a été récupéré, et c'est probablement peut-être l'une des raisons, c'est ce manque de figures fortes. Ce mouvement a été récupéré par l'extrême gauche. C'est tout ce qu'on ne vous souhaite pas, Alexandre Jardin. Mais c'est impossible. Malgré tout, il y a un moment donné où peut-être votre mouvement va être amené à devoir se positionner sur des questions très politiques. Par exemple, le rapport à l'Union européenne, il y a des auditeurs qui s'interrogent aussi en direct, puisque par exemple la question de l'électricité est directement liée à cette appartenance à l'Union européenne. Complètement, mais je prends les problèmes dans l'ordre. Pour l'instant, le décret, le risque est français. Le risque de publication, il est français. Si on parvient à bloquer ça au niveau français, bien sûr qu'il y aura un conflit européen.
Bien sûr. Mais assumons-le. Et assumons-le avec des gouvernements en France qui vont sentir une mobilisation populaire. Et pour répondre sur la question européenne, je suis convaincu que dès l'instant où notre peuple pourra s'exprimer directement, il tranchera dans le sens qu'il voudra. Or, tout le monde sait très bien que la construction européenne technocratique actuellement, elle est problématique. Tout le monde le sait. Bon. Mais même ceux qui sont pour l'Europe, ils le savent. Bon. Donc, il y aura nécessairement des changements, mais il ne suffit pas de hurler Frexit pour changer le réel. Puis d'abord, on fait quoi avec l'Europe derrière ? On évapore les Allemands ? Bien sûr que non. Donc, ce que je souhaite, c'est que le souverain redevienne souverain. Vous savez, il y a vraiment deux personnes, deux types de groupes humains qui peuvent converger à un certain moment, les souverainistes, et puis ceux qui sont foncièrement démocrates. Or, la démocratie, quand on est vraiment démocrate, ça s'exerce dans un cadre où le bulletin de vote n'est pas dilué. Or, on sait très bien que le problème de l'Europe, c'est le problème de la démocratie. C'est que ce n'est pas une construction démocratique. Donc, si on fait une vraie révolution démocratique en France, ça va avoir des conséquences européennes monumentales. Mais j'ai une grande confiance. Et au sein du mouvement des Gueux, on va mettre pour les adhérents en place un outil d'intelligence artificielle pour les aider dans leurs discussions à formuler leurs demandes référendaires. C'est pas évident, parce que parfois vous êtes contre quelque chose, mais vous savez pas comment ça pourrait prendre une forme référendaire. Oui, donc on va mettre à disposition des adhérents un outil pour qu'ils apprennent à formuler des questions référendaires. En fait, on se comporte déjà avec les adhérents des Gueux et avec le mouvement et les alliés comme si on avait déjà un référendum. En France, en fait, nos causes, ce sont des combats quasi référendaires. On est en train d'essayer d'accoutumer le pays à ne plus plier, à ne plus se coucher. Et le vrai problème des engagements partisans, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire en démocratie, évidemment qu'il en faut, bon, mais c'est que ça fragmente, on a du mal à faire du 80%, beaucoup de mal, en France. Donc... Et à un moment, sur certains sujets fondamentaux, je sais que le pays a besoin de cracher sa valda. Il y a vraiment des trucs, une multitude de sujets où il y a en réalité une écrasante majorité populaire qui doit s'exprimer. Vous en auriez quelques exemples justement de ces sujets, Alexandre Jardin ? Mais sur quasiment tous. Est-ce que les Français sont d'accord pour la dérive du Conseil constitutionnel. Je veux dire, je rappelle que le Conseil constitutionnel s'est auto-réformé au fil du temps. Il n'y a pas eu de réforme validée par le peuple depuis 1958 concernant directement le Conseil constitutionnel. Est-ce que le peuple reprend le contrôle ? Je veux dire, on a bien vu les censures où tout à coup, une institution non démocratique, non élue, prenait un pouvoir considérable. Tout le monde sait la question du regroupement familial. Mais tout le monde sait que ça n'a été voté par personne. C'est des décisions du Conseil d'État. Donc, remettre de la démocratie, c'est dire aux gens, si vous avez cette capacité référendaire, tranchez. Engueulez-vous. Refaites de la conversation nationale. Parce que c'est ça, les grands référendums. Moi, ce que j'aime, c'est que ça intègre tout le monde. Ça remet les Français dans une conversation nationale. Et c'est ce qu'on fait, nous, là, sur l'électricité, comme on l'a fait sur la ZFE. Et je suis très ému par la qualité de civisme des gens qui nous rejoignent. Parce qu'on ne leur promet pas des postes pour des élections. Vous leur promettez juste d'avoir la parole, finalement. Oui. Ouais. Oui, et là, on va aider tous les mouvements professionnels qui nous rejoignent. Alexandre Jardin, merci d'être avec nous ce matin. On va continuer cette discussion avec Arthur de Vatrigan dans quelques instants. Avant ça, on le laisse nous rejoindre et nous présenter son édito. Nous sommes donc avec Arthur de Vatrigan et Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, je vous voyais réagir en entendant la chronique d'Arthur de Vatrigan. Oui, parce qu'il levait un certain nombre de blocages. Alors, il a mis l'accent sur les blocages venant du président, mais il y a les blocages constitutionnels, les blocages du Conseil d'État, les blocages des traités
que nous avons signé. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un tel encadrement de la volonté populaire que, sincèrement, sans une mobilisation de l'ensemble des citoyens derrière des grands référendums, pour restructurer notre appareil juridique, on est complètement ficelé. Donc, c'est véritablement une révolution démocratique qui est nécessaire. Si vous continuez à jouer le jeu politique dans le périmètre où le peuple a le droit de s'exprimer, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'y arrivez pas. Donc, on voit bien qu'on a une crise de système. On a une crise de déconnexion et un système qui est verrouillé de l'intérieur. Et essayer de passer outre un certain nombre d'interdits maintenus par le Conseil constitutionnel, qui est devenu vraiment une chambre des lords. Donc on a un problème de système. Je dis ça parce que les partis continuent à nous faire croire que si on vote pour eux, ben ça va se débloquer. Non, c'est la Maison France qui est à restructurer. Et pour la restructurer, on ne peut pas le faire sans la nation. C'est pour ça que la question référendaire, pour moi, elle est absolument fondamentale. J'ai bien écouté la liste incroyable des blocages potentiels, mais c'est la vérité. Donc, il y aura une révolution démocratique. Il y aura une refonte démocratique. Le mouvement des gueux, il est né de ça, d'un sentiment de ras-le-bol systémique. Arthur de Vatrigan, vous entendez Alexandre Jardin, je crois que vous l'écoutiez même avant votre chronique. Est-ce que vous voulez réagir justement à ces propos et puis donc donner votre avis sur ce mouvement des gueux qui va se mobiliser à partir de demain ? C'est sûr et certain qu'énormément d'éléments de la vie collective ont été retirés à la décision politique pour être confiés à des institutions illégitimes. Oui. On le subit tous les jours et c'est pourquoi, évidemment, on est en crise démocratique et en crise de régime parce que beaucoup de nos concitoyens ne croient plus en l'action politique. D'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, dans certaines études, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient quitté le vote en 2005 sont revenus au moment de législatives post-dissolution. Et ils ont vu ce qui s'est passé, et donc ils sont repartis. Donc la question, c'est comment on recrée ce lien, c'est-à-dire comment on redit à nos concitoyens qu'on a une capacité dans l'action politique, c'est en effet se dégager de ces institutions illégitimes. Mais là, dans ma chronique, j'évoquais la partie du président, c'est qu'un président élu, quel que soit son score, est un président légitime. Un président légitime, il dit « je ne respecte pas le Conseil d'État ». Je ne respecte pas l'Union européenne, je ne respecte pas le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui va se passer? Le constitutionnel va dire quoi? Ils vont râler, et alors l'Union européenne va faire quoi? Va dire on ne vous paye plus, on leur donne plus d'argent. Le Conseil d'État va dire j'envoie l'armée, ce n'est pas eux qui contrôlent. Donc un président élu légitimement, démocratiquement, peut très bien envoyer paître toutes les institutions illégitimes. Le problème, c'est que notre politique a fait depuis des décennies que le personnel qui la constitue a entériné déjà mentalement son incapacité à faire de l'action politique. Donc la question, c'est comment on désengorge son cerveau pour dire que si il peut s'affranchir des règles illégitimes. Ça, c'est le premier point. Donc je pense que malheureusement, ça passe par le président parce que nous sommes toujours un pays profondément monarchique. C'est ça a été notre grandeur et ça a été malheureusement notre malheur parce que dans un truc hybride, c'est compliqué. Donc une personne élue peut dire voilà, moi je vais faire ça. Mais le problème aussi qu'on a, c'est que on est dans un régime qui est devenu profondément oligarchique. Parce que le personnel politique qui constitue le système politique, que ce soit à l'Union européenne, ou que ce soit au Conseil d'État, ou que ce soit au Conseil constitue, que ce soit même au sein de la Chambre ou des deux chambres, est profondément oligarchique. Et ce qu'il reste de l'ancien monde, étonnamment, il reste quelque chose, c'est le mépris de classe. Oui. On le voit tous les jours. Mais ce mépris de classe va dans les deux sens. Vous avez 25% de la population française homogène qui contrôle le reste. C'est pour ça je pense qu'on est dans un régime qui tend de plus en plus vers un système oligarchique et qui méprise le petit concitoyen.
est due à notre système jacobin. De toute façon, quand vous avez une pyramide telle qu'est la France, avec quelqu'un tout en haut qui va décider de ce qui est bien ou mal dans votre village, il y a un truc qui ne va pas. Mais en bas, vous avez aussi un mépris pour la classe dirigeante politique. On a toujours entendu les journalistes tous pourris, les politiques tous pourris, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chacun se nourrit un peu de ça. Il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Alexandre Jardin. La culture du mépris. Le mouvement des gueux, vous vous rendez compte du mot que les Français ont choisi d'utiliser pour en faire un hashtag? C'est un mot de mépris. C'est hallucinant. Je n'ai pas décidé que ce mouvement allait s'appeler comme ça. C'est un hashtag qui est né spontanément, alors que j'avais lancé comme une boutade, mais à propos des Français qui étaient virés des villes, mais on s'en fout, c'est des gueux. Et les réseaux sociaux ont attrapé la balle au bond, ils en ont fait un hashtag, parce qu'on a un problème de culture du mépris. La loi contre laquelle on se bat, la PPE 3, est-ce que vous vous rendez compte que dans des bureaux, des gens prennent des décisions, mais avec quel mépris populaire, avec quel mépris des conséquences, ils prennent des décisions entre eux, ils lèvent quasiment un deuxième impôt, parce que la facture d'électricité que vous payez à la fin, qui est prélevée sur votre compte chaque mois, elle est obligatoire. Donc en réalité, c'est un quasi-impôt, en se foutant complètement des conséquences sociales. Mais complètement. Les gueux s'adapteront. Les gueux paieront. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Donc, si ce mouvement est en train de gagner en force et de rassembler des professions, en ce moment, la coordination rurale a un cheval de bataille que nous soutenons, mais à fond. Ils disent, c'est impensable qu'en Europe, il y ait une inégalité de traitement de nos secteurs économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer des contraintes aux agriculteurs français qui ne sont pas imposées aux autres Européens. Sinon, on importe des produits qui incorporent des produits interdits en France. Mais vous imaginez que notre système est d'accord avec ça? Mais c'est un mépris incroyable. On se fout de leur gueule. Je veux dire, on leur demande de mourir sans l'ouvrir. Donc, cette culture du mépris, alors c'est vrai que vous avez raison, le mépris vient aussi d'en bas, mais il ricoche. C'est un reflet du mépris du haut. Donc comment on s'en sort? Moi je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans voie référendaire. Alors j'entends ce que vous dites, évidemment que c'est important l'élection présidentielle, compte tenu de notre culture, surtout compte tenu de notre culture. Mais je pense qu'un président dont la puissance ne sera pas assise sur une série de référendums clairs, n'aura pas un certain nombre de pouvoirs. Je pense que les puissances de blocage vont être sidérantes. Donc, il est très important que nous devenions une nation qui évolue dans son identité. Nous avons été monarchiques, nous devons entrer dans une culture référendaire, dans une culture de respect, dans une culture de sortie du mépris. Parce que c'est quoi un référendum? C'est la fin du mépris du gueux. Tout à coup, le gueux n'est plus un gueux, il est un citoyen. Et il a le droit de dire ce qu'il veut dire. Il est légitime. Mais moi, ce que j'essaye d'accompagner avec le mouvement des gueux, c'est aussi une révolution culturelle. Je veux qu'on redevienne un peuple digne. On se bat pour la dignité des gens. Et tout ce système monarchique, oligarchique, il est en train de prendre des décisions qui vous écrasent, qui vont vous piquer votre argent sur votre facture d'électricité, mais tranquillement. Sans culpabilité. On se fout de la dignité des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend un miracle? Nous, on s'est dit qu'on allait se battre cause après cause et faire gagner le peuple. C'est aussi con que ça. C'est aussi pragmatique que ça. Et c'est pour ça que les gens adhèrent aux gueux. Parce qu'ils se disent, on ne promet pas un monde idéal. On va déjà faire gagner le peuple, lui redonner la fierté de gagner. Arthur de Vatrigan, sur ce que nous explique Alexandre Jardin. Derrière vos mots, Alexandre Jardin, on voit quand même cette importance que vous donnez au peuple, notamment dans les décisions. Certains défendent l'idée qu'aujourd'hui, le peuple français, même s'il doit être consulté, n'est pas forcément apte non plus à prendre toutes ces décisions politiques et qu'avoir une élite politique, ça reste quand même un gage de stabilité aussi. Arthur de Vatrigan, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Pour moi, le problème, c'est comment on remplace les élites. Mais il faut Parce que conserver une élite. un pays, et la France, a été grande toujours parce qu'il y avait une élite, que ça soit philosophique, que ça soit culturel, que ça soit intellectuel. On ne peut pas éliminer les Non, élites. c'est pas possible. Il ne faut pas éliminer les élites. La question, c'est comment on remplace les élites ou comment, en tout cas, on change le fonctionnement d'élites qui se reproduisent entre elles. Bon, sur le mépris, c'est vraiment un sujet intéressant, important. Parce que si on repense en France, quels étaient le mépris, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu, si on parle comme Macron, des gens du haut et des gens du bas, il y a toujours eu ça. La question, c'était en France, quels étaient les lieux qui étaient en mesure de réunir les gens du haut et les gens du bas. Il y en avait deux essentiellement. Il y avait l'économie, qui était le lieu du conflit par excellence, mais aussi le lieu du compromis. La classe possédante ou dirigeante était condamnée à composer dans un monde structuré par des espaces nationaux relativement fermés, mais avec la nécessité d'une transaction entre le capital et le travail. Donc le capital et le travail étant contenus ensemble dans l'espace national, il n'y avait pas d'échappatoire, ils étaient obligés de composer ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le capital qui s'est libéré du travail. L'espace politique du travail reste la nation, mais l'espace politique du capital, c'est le monde, la globalisation. Donc forcément, il n'y a plus de compromis possible. Regardez la France, un bel exemple. On dit, tu n'es pas d'accord avec mes usines, je délocalise. Plus de compromis. Et le deuxième espace de lieu de réunification des gens du haut et du bas, c'était l'école. Et l'école, pareil. À force d'avoir nivelé l'école tellement par le bas, que les gens du haut se sont barrés, ont pu créer soit leurs écoles, ou soit garder ou prendre en otage des écoles type alsacienne, type toutes des écoles comme ça. Donc, résultat, les gens du haut et les gens du bas, il n'y a plus de lieu où ils se réunissent. Ensuite, concernant le référendum, j'aime beaucoup l'idée d'Alexandre Jardin, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est que pour moi, ce qui compte, c'est plus la proximité du vote que le vote lui-même. On prend souvent l'exemple de la Suisse, et je trouve que c'est un pays qui fonctionne bien. Alors après, c'est pas la même histoire, c'est pas la même superficie, c'est pas même tout ça. Mais ce qui compte en Suisse, n'oubliez pas, c'est que c'est le vote dans les comtés. C'est-à-dire qu'on vote pour ce qui se passe en bas de chez soi. Ouais. Parce que si on vote sur un sujet national, on a suffisamment payé et très cher pour savoir qu'une machine culturelle, intellectuelle et médiatique qui se met en branle, le lavage du cerveau est très efficace pour un truc qui vous n'êtes pas directement concerné. En revanche, pour ce qui se passe dans votre ville, dans votre rue, dans votre village, quelqu'un qui vous dit « bah non, en fait, ton toit, tu vas le faire de telle manière, et ton rond-point, tu vas le faire ici, et puis tu vas voir, on va te virer tel monument pour remplacer par tel truc », là, vous dites « en fait, non, j'ai pas envie ». Mais pour des décisions, par exemple, je sais pas, de diplomatie, des décisions juridiques au niveau national, des décisions de l'école, tout ça, c'est plus compliqué parce que c'est plus éloigné. Donc la question, c'est comment on remet de la subsidiarité. Ouais. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a plus de subsidiarité. Oui, mais je pense que ces grandes réformes, elles doivent être portées par des choix référendaires. Parce que sinon, vous avez des blocages systémiques à n'en plus finir. À n'en plus finir. Et puis, je voudrais rajouter, lorsqu'il parlait de ces deux lieux de proximité, où le bas discute avec le haut, où le haut discute avec le bas, comment ça marche chez notre voisin helvétique? Vous avez 93% des lois fédérales qui sont prises par le Parlement fédéral. Mais sauf que ces 93% sont le produit de consultations sérieuses et d'écoutes sérieuses, puisque les parlementaires là-bas savent qu'ils peuvent prendre dans les dents un référendum qui va s'opposer à la loi. Donc le processus, la construction de l'écoute effective, elle est obligatoire. Elle est systémiquement obligatoire. Donc une loi qui est produite par un Parlement qui sait qu'il peut prendre dans les dents une réaction populaire frontale, elle est obligatoirement une construction d'écoute intelligente. On fait attention à l'autre. Donc ces 93% de lois ne sont pas les mêmes. Alors que moi, j'ai déjà participé à des consultations à l'Assemblée nationale, on vous écoute poliment. Mais fondamentalement, ils s'en foutent. Je veux dire, ils ne sont pas obligés d'écouter. L'être humain est quand même une carne. Donc, je veux dire, s'il n'est pas obligé de faire attention à la tête de l'autre, il a du mal. Et c'est vrai que les gueux se battent pour une France décentralisée, extrêmement décentralisée autour de nos anciennes provinces.
et non pas de construction artificielle, c'est-à-dire nos bassins de vie, là où on vit. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? En 2 secondes, Alexandre Jardin. Nous, on démarre le Club des Gueux. On fédère la société. Parce que ça va commencer peut-être à secouer dans la rue, ça va secouer dans la vie politique. Et il faudra bien qu'il y ait un endroit où il y a des gens raisonnables qui prennent soin de la France. Ça va s'appeler le Club des Gueux. Écoutez, on a hâte qu'ils prennent forme et de pouvoir vous recevoir à nouveau pour en discuter. À Châlons. Et ben voilà, demain à Châlons. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan pour votre chronique et puis d'avoir été avec nous pour discuter avec Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, merci aussi pour votre présence et puis aussi tout votre travail. Redonner la parole aux Français, faire en sorte que les décisions puissent aussi venir du bas, du ventre de la France. C'est tout ce qu'on souhaite sur Radio Courtoisie et Ligne Droite. Donc on vous encourage dans ce combat. Je vous dis à très bientôt. Merci.